Sans plus attendre, on va commencer tout de suite cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer avec Serge Perrin du Mouvement pour une alternative non violente, mouvement grand soutien de cette marche justement, et Anne-Catherine Bizot de Non-Violence 21 également, qui faisait partie du comité d'accueil de la marche à Paris. Et on avait annoncé Jamel Attala, qui était initiateur et marcheur dans cette marche, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc on espère qu'il nous rejoindra pendant cette table ronde. Mais du coup, on va commencer sans lui, en espérant que ça le fera venir. Et ben du coup, Serge, est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu cette marche, le contexte et la place du man dans tout ça? Oui, bonjour. Donc moi je suis Serge Perrin, je suis militant historique du mouvement pour une alternative non violente et du groupe de Lyon particulièrement. Et le groupe de Lyon est donc un des co-organisateurs avec la CIMAD de cette marche dont on fête les 40 ans. Pour rappeler un peu le contexte, à Lyon, le mouvement lyonnais d'action non violente, qui rejoindra le MAN en 1974, s'est créé en 1973. Et dès sa création, le MAN a eu, en particulier à Lyon, une action sur la violence, la première des violences, comme disent beaucoup de leaders non violents, la violence institutionnelle, la violence en particulier dans les quartiers. C'est ainsi que le MAN de Lyon s'est retrouvé associé à la grève de la faim des Tunisiens, 1973, une grève de la faim, donc une action typiquement non violente, qui concernait déjà les problématiques de carte de séjour, d'accès au logement, puisque c'était parti de la destruction de bidonvilles dans la banlieue lyonnaise. Et cette action de grève de la faim a marqué quand même l'histoire de Lyon, le rapport entre l'immigration et avec l'action. Ça nous amène à notre marche dont on va parler aujourd'hui. Euh, En fait, ces jeunes de la deuxième génération, c'est-à-dire en fait nés en France, avaient la nationalité française. Donc expulsés dans ce qui était dit leur pays, en fait, c'était pas du tout leur pays et c'était en fait le pays de leurs parents. Donc 1981, vous voyez déjà encore une action non violente, grève de la faim, et toujours autour de la problématique de l'immigration et de la place, en particulier des jeunes dans des quartiers, dans la société française. Décembre 82, un film grand public sort, le film Gandhi. Gandhi qui reprend l'histoire de ce grand leader qui a mis vraiment la non-violence sur la scène internationale. Et à cette époque, Christian Delorme, qui n'était pas curé des Minguettes, mais curé de Saint-Fond, une petite commune à côté des Minguettes de Vénissieux, était en contact avec des jeunes des quartiers et ont emmené ces jeunes voir ce film Gandhi. Souvent, on fait référence, nous, les non-violents français, à ces leaders non-violents. Mais Gandhi, il n'était pas blanc comme moi, il était un peu plus indien. On fait référence à Martin Luther King. Martin Luther King, il était noir, il n'était pas tout à fait blanc. Et on parle aussi, on fait des références plus maintenant à Mandela. Et en fait, vous voyez que finalement, les grands leaders non-violents ne sont pas des occidentaux blancs, mais ils sont plutôt des gens qu'on qualifierait du Sud. Je sais pourquoi je parle de ça, c'est que pour les jeunes issus de l'immigration, ils ont vu en leader des gens qui ont réussi et des gens qui n'étaient pas en train allez, pour faire court, issus de pays colonialistes, mais ont lancé des actions non violentes qui ont réussi. Ça les a marqués. Ça les a marqués à un moment où, aux Minguettes en particulier, donc qui est un quartier, une ZUP, une zone à urbaniser en priorité, comme on disait à l'époque, aux Minguettes, il y avait beaucoup de tensions avec la police. 73, on est quand même assez peu de temps après 62, la fin de la guerre d'Algérie.
Dans la police française, on avait beaucoup de gens qui ont vécu la guerre d'Algérie du côté de la France et une vision assez dégradée des gens issus du monde, en particulier algérien, et donc un fort racisme institutionnel. 83, il y a eu la Mitterrand qui est arrivé au pouvoir. La gauche arrive au pouvoir en 81 avec des grandes idées, l'idée de donner le droit de vote aux immigrés, l'idée de faire baisser le racisme dans la police, ce qui a abouti en fait à une réaction du corps policier assez brutale. Ils mettaient vraiment de la mauvaise volonté pour aller vers une police qu'on qualifierait de proximité. Et donc il y avait beaucoup de tensions dans les quartiers. Quand la police intervenait, c'était souvent avec les chiens. Les armes pouvaient être sorties. Et dans la culture française, et en particulier dans les ZUP, dans ces grands ensembles, ils avaient été construits en particulier aussi pour accueillir les pieds noirs, qui n'étaient pas forcément très copains-copains avec les Algériens. Et donc, vous aviez un fort sentiment de racisme et une circulation d'armes qu'on voit heureusement beaucoup moins aujourd'hui. Et on s'est retrouvé avec plusieurs personnes jeunes issus de l'immigration qui ont été tirés comme des lapins par les fenêtres dans les ZUP. Donc vous voyez un niveau de violence extrêmement fort avec pas mal de jeunes qui sont morts. Face à cette violence sociale, cette violence structurelle par la police, les jeunes en fait ont des minguettes, ont pensé à ce qu'avait fait Gandhi pour se libérer de l'Inde. Et en mars 83, 11 jeunes des Minguettes ont fait une grève de la faim pour calmer les tensions qui existaient dans cette banlieue. Mars 83, je vous rappelle que la marche dont on va parler a démarré en octobre. On est déjà devant un groupe de jeunes qui s'est approprié cette idée que la non-violence peut être utilisée pour faire changer des lois, pour réclamer des droits. Ils ont quand même obtenu une certaine considération. Ça a délégitimé la police qui voulait apparaître comme étant des gens qui faisaient régner l'ordre alors qu'en fait ils faisaient régner le désordre. Et donc ça aboutit à ce que François Mitterrand, en août, vienne aux Minguettes de façon tout à fait incognito pour aller rencontrer ces jeunes qui faisaient une grève de la faim par rapport à la violence institutionnelle. Sur ces entrefaites, quelques semaines après cette grève de la faim, en fait, il y avait encore eu des incidents. Un chien a été lâché par rapport à des gamins. Bon, je ne dis pas que c'était des saints, mais en fait, voilà, on n'a pas des raisons d'être tué, même si vous êtes limite borderline délinquant. Bref, un chien est lâché contre un jeune, et un des grévistes de la faim, Toumi Djadja, se précipite et essaye d'enlever le chien qui était en train d'agresser. Un policier arrive et tire sur Toumi Djadja. La balle, heureusement, ne fait que traverser le ventre. Pas mortel, Toumi a été hospitalisé et sur son lit d'hôpital, par rapport aux copains qui lui disaient bah, il faut qu'on fasse, il faut qu'on se venge, il faut qu'on aille faire tuer un policier en échange, Toumi Djadja a proposé de faire une marche, comme avait fait Gandhi, comme avaient fait les paysans du Larzac, une marche sur Paris pour dire nous aussi on est français, nous aussi on veut l'égalité. Et c'est comme ça qu'a démarré ce projet d'une marche. Donc Christian Delorme, qui était un des militants actifs du mouvement pour une alternative non violente de Lyon, et la CIMAD, se sont associés à SOS
Minguette, qui était une petite association qui avait été montée par Toumi Djadja, Jamel Attala, suite à ces événements en mars. On a organisé cette marche qui devait parler de Marseille à Paris. Pour l'organiser, je vais continuer un petit peu l'historique, puisque Jamel n'est pas là malheureusement, je vais parler un peu pour lui. Pour l'organiser, en fait, un des premiers actes a été d'aller distribuer sur le plateau de Larzac, puisqu'il y avait un grand rassemblement, comme ça se faisait chaque année. Et puis, je vous rappelle, en 83, Mitterrand avait décidé de ne pas étendre le camp militaire. Et donc, un tract a été distribué aux militants pour leur proposer d'accueillir une marche qui partirait de Marseille jusqu'à Paris. C'est grâce à ce réseau qui existait autour du Larzac qui a pu se constituer différents comme ça, étapes pour accueillir les marcheurs. Tu veux lire oui. une partie de ce texte? Oui, c'est ça. On m'entend? Je pense que c'est intéressant d'avoir une petite partie de ce qu'il y avait écrit dans ce tract distribué au Larzac. Et donc, c'était un communiqué qui affirmait l'objectif de la marche. Le but de la marche sera de manifester qu'il y a en France un peuple nombreux qui veut que la vie ensemble des communautés d'origine différentes soit possible dans la paix et la justice pour le bonheur de tous. La marche traversera la France pour trouver toutes celles et tous ceux qui veulent avec nous que l'égalité des droits et des chances l'emporte sur la ségrégation, pour que l'amitié ait raison du racisme et que la solidarité fasse taire les 22 longs rifles. Donc le 22 long rifle, c'était les carabines de l'époque. Je le signale pour ceux qui ne sont pas adeptes des armes à feu. Voilà, et donc le 15 octobre, une trentaine de jeunes, de militants sont partis de Marseille et sont montés à Paris pour arriver le 3 décembre avec 100 000 personnes. 100 000 personnes accueillies par Georgina Dufoy, qui était à l'époque secrétaire d'État à la famille, à l'immigration, et in fine reçues par François Mitterrand, le président. Et là, le président a annoncé qu'il allait mettre en place une carte unique pour les immigrés, une carte de 10 ans. À l'époque, les gens d'origine étrangère devaient demander une carte de résidence qu'il fallait renouveler tous les 3 ans, plus une carte de travail qu'il fallait renouveler aussi, et les dates ne concordaient pas, c'était des queues interminables à la préfecture. Vraiment, on était dans une situation de précariser complètement les gens d'origine étrangère. La carte de 10 ans, qui était une vieille revendication des organisations de soutien aux travailleurs immigrés, a été un moyen de stabiliser ces populations de gens qui venaient travailler. Qui venaient travailler parce qu'ils n'avaient pas de travail forcément dans leur pays d'origine, mais qui venaient travailler aussi à la demande des entrepreneurs et des patrons français, puisque la France a construit son économie grâce à de la main-d'œuvre en partie d'origine étrangère. Et on continue aujourd'hui, et on pourra en reparler par rapport à la situation d'aujourd'hui, par rapport à ce travail et cette intégration des gens d'origine étrangère. On est tout à fait dans l'actualité aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je propose de donner la parole à Anne-Catherine. Tu peux te présenter et puis dire un peu, puisque Anne-Catherine, toi, tu étais à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris alors pendant ce temps-là? Alors, effectivement, j'ai été chargée par le MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, d'être l'interlocutrice au sein du collectif parisien d'accueil de la marche. Évidemment, il y avait des collectifs dans toutes les villes qui accueillaient la marche, mais l'enjeu à Paris était évidemment à la hauteur de l'importance des 100 000 personnes attendues, avec y compris des ministres, des gens importants, etc. Serge a rappelé
Alors peut-être pour finir de me présenter, j'avais une connaissance aussi des luttes des immigrés. Il y avait eu les foyers Sonacotra à Paris que le MAN avait soutenu. Voilà, et donc c'est assez naturellement, en tant que relais du MAN Lyon et aussi parce que impliqué dans les luttes de soutien aux immigrés, que le MAN de Paris et moi en l'occurrence pour le représenter, nous nous sommes joints à deux autres organisations qui avaient été, j'allais dire, désignées par les marcheurs ou le groupe de soutien de Lyon, et qui étaient la CFDT et la CIMAD. Donc la CIMAD, organisatrice nationale représentée à Lyon, et la CFDT qui a été d'une utilité extraordinaire parce qu'elle avait évidemment l'expérience des manifestations. Serge a retracé la façon dont était arrivée cette marche, qui effectivement n'arrive pas de nulle part comme ça, c'est pas une idée qui tombe, voilà. Il y a un historique derrière, et qui est un historique lyonnais. De la même manière, on n'improvise pas une arrivée sur Paris d'une marche de cette importance et de 100 000 personnes. Et donc, je le disais, la CFDT nous a beaucoup aidés, mais aussi, on avait les uns ou les autres, parmi les organisations qui ont rejoint ce collectif, l'expérience quelques années auparavant, en 78, l'arrivée des paysans du Larzac, qui eux aussi avaient marché, non pas depuis Marseille, mais depuis le Larzac jusqu'à Paris. Voilà, donc la marche s'inscrivait dans une histoire internationale que tu as évoquée, mais aussi dans une histoire nationale, et notamment celle du Larzac. On avait donc cette expérience, je crois que c'est important de le dire, et on a vu arriver dans ce collectif, qui d'ailleurs a été initié par Sans Frontières, qui était un journal créé par des personnalités du Maghreb, enfin pas forcément des personnalités, je devrais dire plutôt des écrivains, des journalistes ou des artistes aussi. Et Christian Delorme les connaissait bien, il leur a confié cette tâche de créer un collectif sur Paris. Évidemment, alors, dans ce collectif, moi, je me sentais à la fois complètement dans la marche et un peu extérieure. Je vais préciser pourquoi. Dans la marche, parce que je la vivais quasiment au quotidien. On avait des nouvelles, on savait chaque jour ce qui se passait, mais tout ça passait beaucoup par la CFDT, par la CIMAD, surtout la CIMAD qui était à Lyon. Et en même temps, là j'évoquerai de nouveau le Larzac, on sentait très bien que les marcheurs voulaient garder l'entière maîtrise de ce qui allait se passer, de ce qui se passait au fur et à mesure des étapes, bien sûr, mais aussi de ce qui allait se passer à Paris. Et donc, il y avait la tâche qui nous était finalement transmise à la CFDT, la CIMAD et le MAN, c'était d'arriver à animer un collectif parisien qui fasse entendre la volonté de ces marcheurs qui se réunissaient tous les jours, je crois, enfin, Jamel nous l'aurait confirmé éventuellement, et qui, de fait, prenaient les décisions. Je crois que c'est important à dire, que ce sont ceux qui sont impliqués qui gardent le pouvoir en évitant la récupération. Et je crois qu'on peut dire que c'était un peu notre rôle d'essayer d'éviter les récupérations qui n'ont évidemment pas manqué, qui n'ont pas manqué, ou en tout cas qu'on a réussi à contenir. Et voilà, pour moi, c'était un point très important d'une leçon que j'avais retenue du Larzac et de quelque chose qui s'appliquait aussi à la marche. Voilà, respecter ceux qui avaient pris une initiative. Alors, cette initiative, je vous ai lu un passage tout à l'heure où la demande de la marche était une reconnaissance de ces jeunes issus de l'immigration et une lutte contre le racisme, mais il y avait, tu l'as dit, une forte demande qu'on a vécue dans le collectif parisien, où il y avait la FASTI, la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, un certain nombre d'associations de travailleurs marocains, de travailleurs tunisiens, etc., et qui, de fait, avaient fait cette pression très forte auprès des marcheurs et des organisateurs pour que la carte de 10 ans, qui était une de leurs vieilles revendications, soit mise en avant.
En revanche, d'autres associations voulaient faire avancer d'autres thématiques et on est resté, l'affiche, je me souviens des discussions sur l'affiche qui avait été proposée par Lyon, hein, donc par vous les organisateurs, et cette affiche avait posé question parce qu'elle semblait beaucoup trop vague. Marche pour l'égalité, qu'est-ce que c'est l'égalité, etc. Je pense pour ma part que le fait d'avoir eu une affirmation aussi large, qui est Marche pour l'égalité. Après, sur une deuxième affiche, il y a eu Marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais d'avoir une revendication très générale a permis d'attirer ou de joindre, que se joignent à cette marche et à l'arrivée avec les 100 000 personnes, des citoyens issus de toutes les sensibilités. Toutes les sensibilités politiques, syndicales, religieuses, et y compris des élus de droite qui ont rejoint la marche dans certaines étapes ou qui ont été présents à l'arrivée. Si des revendications trop précises ou trop radicales avaient été mises en avant, évidemment, on n'aurait pas eu cet événement. Et oui. Non, tu voulais compléter non, mais du coup, merci pour cette historique du point de vue de Lyon puis de Paris. Tu l'as un peu annoncé, Serge, mais c'est vrai que ces revendications et cette marche et le contexte, en fait, ça fait quand même beaucoup écho à ce qu'on a pu voir dans l'actualité ces derniers mois. Peut-être que du point de vue des personnes qui n'ont pas connu cette marche, on se demande, mais finalement, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous pouvez du coup nous faire le lien justement avec l'actualité? Qu'est-ce que ça a apporté cette marche? Est-ce que tout ce qu'a apporté cette marche a été perdu en 40 ans? Ou est-ce qu'on a quand même... On ne se rend pas compte à quel point c'était pire avant, voilà. Alors, toute violence est à rejeter. Donc, savoir si c'était pire ou pas, je veux dire, quand il y a des bagarres et voire des morts dans les quartiers, je veux dire, j'ose pas dire, je ne vais pas mettre de degré. On est dans une situation aujourd'hui où il y a des violences dans les quartiers, des violences policières. Le rapport entre les habitants des quartiers, et je fais exprès d'élargir, pas seulement les jeunes, et la police est très mauvais. Et ça c'est vraiment un vrai problème dans notre vivre ensemble, en fait. Ce que ça a changé. Alors moi, j'aime bien rappeler, puisqu'on parle des 40 ans, donc en fait, tu fais référence, là, Le Man, on a fait un document qui reprend tous les documents, les tracts qui ont été faits, les affiches. C'est intéressant parce qu'en fait, on a un peu tendance, quand on fait un travail de mémoire, à oublier certains aspects. Et pouvoir retrouver le tract et lire ce qui avait été écrit à l'époque, ça pose quand même les intentions. Et pour les personnes en physique, vous pourrez le consulter sur le stand du Man. Ouais. Alors, ce que ça a changé à l'époque. L'époque, je vous ai parlé de 81, je vous ai parlé des violences policières, mais il y a eu un autre phénomène. C'était ce qu'on a appelé la lépénisation des esprits, la montée du Front National. Le Front National, qui faisait 2-3% avec Jean-Marie Le Pen, s'est mis à monter, et on a eu Dreux, première ville gagnée par un maire Front National, donc l'extrême droite. Et face à ça, la gauche, dans son ensemble, qui avait pris le pouvoir, était poussée un peu dans ses retranchements, et il y a eu une certaine tendance à vouloir se protéger et rajouter un peu du sécuritaire face à ces revendications sécuritaires, de dire la gauche est incapable de gérer, ils veulent accueillir tout le monde, etc., etc. Vous avez déjà entendu ce discours, même beaucoup plus tard, comme quoi la France n'était pas appelée à accueillir tout le monde. Et en fait, 83, cette marche a marqué un point d'arrêt. Un point d'arrêt dans le sens où il y a eu une mobilisation, comme c'était envisagé dans le tract, de tout ce que la France comporte de mouvements antiracistes, s'est retrouvé soudé.
Et au lendemain de la marche, eh ben, en fait, les militants de gauche, ils se sont sentis légitimés. Et il y a eu une rupture, enfin un point d'arrêt sur une dérive de plus en plus sécuritaire. À tel point que même le Parti socialiste a essayé de récupérer même ça, hein, puisqu'il y a eu le lancement de SOS Racisme l'année suivante, qui était en fait se voulait dans la continuité de la marche, mais en fait bon, il y a eu pas mal de débats et en fait c'était surtout des gens issus du Parti socialiste qui ont lancé ça, mais ça montrait que oui, l'antiracisme était de gauche et la gauche se devait de continuer d'avoir un discours antiraciste. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, très factuel, cette carte de 10 ans, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut paraître ridicule, mais pour les gens qui étaient directement concernés, je peux vous dire que ça leur a changé la vie, quoi. Ça a changé la vie. Alors c'est vrai qu'on n'a pas obtenu, à l'époque, ni encore, le droit de vote pour les immigrés, ce qui était une revendication de Mitterrand et de la gauche en 81. De ce côté-là, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, avec le recul, 40 ans après, vous avez un certain nombre de gens qui disent ouais, mais finalement, il y a toujours du racisme, il y a toujours de la violence policière, il y a toujours de la discrimination. Oui, il y en a toujours. En fait, le combat pour les droits, il est perpétuel, il est continuel. Donc en fait, dès que vous baissez la garde, la nature ayant horreur du vide, vous avez la droite extrême, voire l'extrême droite, qui continue son lobbying. Donc en fait, aujourd'hui, oui, il faut continuer. Je ne dis pas qu'il faut reprendre la marche, mais je pense que pour nous, le MAN, cette marche, cette action non violente pour les droits, montre que oui, il y a des possibilités de faire des choses en dehors des émeutes, plus ou moins révoltes. Enfin, pour nous, c'est quand même bien des émeutes qui se passent à chaque fois qu'il y a des exactions de la police. Ça ne fait pas avancer. Aujourd'hui, on l'a vu, on a eu les histoires en 2005, les premières émeutes, il y a eu d'autres, et puis dernièrement, en mois de juillet. En fait, on s'aperçoit que plus il y a d'émeutes, plus l'extrême droite monte. Et qu'en fait, c'est pour ça que cet aspect culturel de faire basculer les mentalités, la culture antiraciste en France, ça me paraît important. Et du coup, Anne-Catherine, tu l'as mentionné, et je pense que ça vaut le coup de faire ressortir en quoi cette action non violente a été intéressante et en quoi une action non violente est intéressante pour les droits. La démarche de la non-violence va être d'être le plus inclusif possible. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'on va pas aller chercher des gens de droite en donnant des actions de droite. On va avoir des revendications assez larges qui vont pouvoir être acceptées même par des gens qui se revendiquent de la politique de droite, quoi. D'une politique qui en fait, un peu libérale, accepte le capitalisme. En fait, les jeunes, ils ne sont pas partis pour se bagarrer contre le capitalisme, même si on peut analyser que le système capitaliste est une des premières violences. Mais le racisme n'est pas lié forcément au capital, hein. Même avant le système capitaliste, nous avions du racisme. Et il y a d'autres systèmes politiques et économiques en France, dans le monde, et qui ne reposent pas sur le capitalisme, et où il y a une exclusion des autres. Donc je pense que, vous voyez, on est de l'ordre du culturel. Et là où ce qui est intéressant à analyser, on a fait mention de la lutte du Larzac. La lutte du Larzac, vous aviez des non-violents, des antimilitaristes, des gens qui voulaient changer le monde, etc. Mais tout le monde était réuni derrière les centraux paysans. Sur cette marche, il s'est passé la même chose. Vous aviez des catholiques de gauche ou pas de gauche, vous aviez des non-violents, vous aviez des antiracistes, etc. Et tout le monde était réuni derrière cette action. Et l'action a fonctionné parce que le fait de se revendiquer de la non-violence a permis à beaucoup de gens de s'associer et de faire en sorte que de 30 à Marseille, on arrive à 100 000
avec des milliers de personnes qui ont été rencontrées, des meetings qui avaient lieu tous les soirs dans les villes étapes, des marches convergentes qui ont eu lieu. C'est-à-dire, ce n'est pas 100 000 personnes qui se sont mobilisées, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et ça c'est la force de la non-violence. C'est d'arriver à ne pas être sur une action globale, frontale, sur tout l'ensemble du système, mais à prendre un élément particulier. Là, l'élément, c'était par rapport à la discrimination. C'était par rapport à l'égalité entre des gens qui sont français depuis une ou deux générations. Je rappelle, à l'époque, les études montraient que vous aviez 50% des Français qui avaient des parents d'origine française depuis moins de 2 générations. Moi-même, ma grand-mère était immigrée d'Autriche, mais elle était quand même immigrée, quoi. Et en fait, on est 50% de Français à avoir comme ça des grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc en fait, l'idée d'une France nationale où tous les gens seraient issus de Gaulois est une vue de l'esprit est complètement fausse. Et là, ce qui a mis aussi en avant la marche, c'est que ce clivage entre les gens de la métropole, c'est-à-dire du territoire français, et les gens issus de l'immigration, était en train de craquer. Les jeunes des Minguettes avaient leur carte d'identité française. Et en fait, les Français, en sortie de la guerre d'Algérie, un certain nombre pensaient que les immigrés, ils allaient venir et puis ils allaient repartir. Et les immigrés de la première génération pensaient pouvoir retourner dans leur pays. En fait, ils ne sont pas retournés. Et leurs enfants sont nés en France avec une carte d'identité française. Et en fait, leur pays, c'est la France. Une France bleu, blanc, bord, comme on a dit plus tard autour du football. Une France de la diversité, une France diverse, comme elle était diverse, issue avec d'immigration qui étaient venus avant, des Italiens, des Polonais, etc. La France est un pays de la diversité et c'est ça aussi le message à faire passer. D'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur... Je voulais, mais tu es passé un peu à autre chose, mais je voulais mettre l'accent aussi sur la marche comme type d'action non violente et l'importance du temps et de la durée. C'est ça qu'apporte une marche, c'est que le fait que ça dure 50 jours, on a le temps de faire passer des messages. On a le temps, et on l'a vu, il y avait, je ne sais plus, 300 personnes à Marseille, je crois. 30 personnes à Marseille 30 personnes, pardon, 300 à Lyon. Non, il y en avait plus à Lyon. 1000 à Lyon, et il y en a 100 000 à Paris. Et pourquoi ? Parce que petit à petit, on rallie les médias d'abord, et ensuite, les citoyens, mais aussi il y a le temps de la réflexion, de la maturation des débats, etc. Voilà, ça me semble. Je voulais juste faire ce lien avec l'importance du temps dans la non-violence. Mais peut-être qu'il faut qu'on passe à la question de ce que le MAN développe actuellement dans les quartiers par rapport aux situations de tension que tu as évoquées. Oui, alors... Peut-être juste me permettre de dire qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Si vous avez des questions dans la salle, on va essayer de garder 5 minutes pour les questions à la fin. Et en ligne aussi, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et Prune veille et nous relaiera vos questions. Voilà, tu as 5 minutes, Serge. Le MAN, depuis sa création, ça c'est assez intéressant, c'est constitué autour de 3 grands axes qui étaient l'éducation, on intervient dans les écoles, on fait passer l'idée que les enfants doivent être formés à l'accueil des émotions, à la gestion des conflits, à quelle attitude avoir par rapport aux conflits, donc c'est une grosse partie. On a une partie d'international, c'est-à-dire en fait on soutient depuis très longtemps toutes les actions de mouvements non violents à l'international. Donc dernièrement, enfin ça fait maintenant plusieurs années qu'on soutient en particulier une grande organisation indienne, Ekta Parishad, qui organise des grandes marches gandhiennes pour le droit à la terre, en particulier en Inde, et qui avait d'ailleurs organisé une marche internationale en 2018 pour d'aller de New Delhi à Genève,
à Genève pour interpeller l'ONU pour la mise en place des 17 objectifs de développement durable. La France, comme tous les autres pays du monde, s'est engagée à mettre en place d'ici 2030 17 objectifs de lutte contre la pauvreté. Donc l'idée des Indiens, c'était de monter à Paris. Et le MAN de Lyon a organisé une marche, d'ailleurs, en septembre 2020, pour aller accueillir les Indiens qui venaient de New Delhi. Eux, les Indiens n'ont pas pu venir à Genève, bloqués par le Covid en Arménie. Par contre, nous, à Lyon, on a fait notre marche. Et là, c'est intéressant parce que tu soulignais cette forme d'action. C'est typiquement une forme d'action très non violente. En fait, mettre un pied devant l'autre, hein, c'est quand même à la portée de beaucoup, de maximum. À la limite, on peut même marcher, se faire pousser avec un fauteuil. Mais tu parlais du temps. Nous, on a marché 12 jours de Lyon à Genève. Et en fait, faire ce type d'action, ça vous permet d'avoir des échanges, de discuter, de vous former et de former un groupe. Le groupe Djadjagat de Lyon continue et on fait régulièrement des marches dans les quartiers à la rencontre des associations. Donc la prochaine a lieu d'ailleurs le samedi 9 décembre à Vaux-en-Velin. On va faire une journée de marche à la rencontre des associations de Vaux-en-Velin. Donc Vaux-en-Velin, c'est un quartier de Lyon. Voilà, c'est les actions internationales. Donc on a fait aussi des rencontres avec des Israéliens, des Palestiniens. À Lyon, on a fait un Daïn le mois dernier pour pleurer les morts israéliens et les morts palestiniens. Et je peux vous dire que ça a marqué. Ça a marqué. Et le troisième axe, j'y reviens, c'est donc les tensions sociales. On continue de travailler sur les quartiers parce qu'il se trouve qu'à Lyon, la métropole de Lyon possède beaucoup de quartiers dits politiques de la ville. Et on a repris une idée de Yazid Kerfi, un Parisien, un ancien grand délinquant, qui va dans les quartiers le soir de 20h à minuit avec son camping-car pour aller à la rencontre des groupes qu'on appelle de jeunes, en fait qui sont plus ou moins jeunes. Et nous à Lyon, depuis 2017, donc ça fait 6 ans, on s'est équipé d'une camionnette et on va dans les quartiers de 20h à minuit. Donc l'été, maintenant on a un salarié donc, à temps plein, donc on intervient aussi en ce moment, même dans les périodes d'hiver, et on va se poser et on va à la rencontre de l'autre. L'autre, c'est la personne que l'on ne connaît pas. C'est la personne qui est en bas des tours, donc on a mis une grosse étiquette dealer, délinquant, danger, immigré, etc. Et vous apercevez que quand vous allez à la rencontre de l'autre, eh ben vous le découvrez. Et celui que vous croyez qu'il est en train de dealer, en fait, il est simplement en train de revenir du boulot, il rencontre ses copains, il passe la soirée avec ses copains du collège. Et en fait, aller à sa rencontre, c'est lui tendre la main, c'est éviter que lui croit qu'il est différent et que tout le monde, personne, les gens de l'institution, les adultes, le rejettent. Et c'est extraordinaire de voir des habitants du quartier qui descendent et qui, pour la première fois, vont aller discuter avec les jeunes qui font du bruit. Et en fait, quand vous discutez, comme dit Yazid Kerfi, la parole est plus forte que la violence. En fait, ça permet d'échanger. Et en fait, les jeunes, des fois, ils font du bruit, mais sans se rendre compte que, bon voilà, il y en a d'autres qui pleurent, qui n'ont pas envie d'avoir du bruit ou des gênes, etc. Et en fait, on arrive comme ça à créer du lien social. Et le lien social, c'est quand même la base du vivre ensemble. Donc voilà, des formes d'action non violente qui peuvent être faites. Et je vous invite à ne pas hésiter à vous regrouper et aller voir les gens ailleurs, les autres, les découvrir, qu'ils soient immigrés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. Et vous savez que la France de la diversité, c'est une France où tout le monde se connaît, où tout le monde arrive à vivre, à partager une boisson, un thé, quelques chips. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on a reçu Yazid Kerfi, Yazid Gaïa de Médiation Nomade mercredi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Et ils ont un stand d'ailleurs dehors, si vous voulez aussi aller les rencontrer et parler avec elles et eux. Est-ce que dans la salle, il y a des questions pour nos intervenants, intervenantes? Est-ce que vous avez des questions sur la marche? Est-ce qu'il y en a en ligne?
Non. Eh ben, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, moi, ça me faisait un peu enfin, je me disais qu'on aurait peut-être besoin effectivement d'une nouvelle marche, d'une nouvelle action de ce type en ce moment, parce qu'on retrouve un peu tout ce que tu avais pu décrire, la montée de l'extrême droite et des médias qui vont qui vont créer la peur, la distance, et que cette marche a aussi permis, je pense, de montrer à tout le monde qui étaient réellement les jeunes des banlieues et de venir dédiaboliser l'image qui peut parfois être faite d'eux et d'elles dans les médias, justement sur le temps long, et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout les monstres dépeints par les médias, et que ça permet du coup de faire retomber les a priori racistes qui peuvent être parfois véhiculés par l'extrême droite. Et ça serait bien, je pense, qu'on recommence, qu'on remette à zéro ce curseur encore aujourd'hui. Donc si vous voulez faire une marche, n'hésitez pas. Un petit détail, là on parle de marche de plusieurs jours, hein, parce que des fois on parle des marches pour le climat qui étaient une manifestation. Et je pense que, voilà, en tant que non-violent, il faut vraiment qu'on fasse passer ces messages que les mouvements sociaux, ils devraient s'intéresser un peu plus aux formes d'action explicitement non violentes, et que des marches pour les droits aujourd'hui sont vraiment encore d'actualité. Et en fait, marcher, c'est comme aller partager un thé, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est du aller vers, et en particulier dans le monde rural. Je déplore quand même que le monde rural soit instrumentalisé plus par l'extrême droite et par des gens qui sont contre le changement, et que nous, non-violents, on devrait vraiment aller de plus en plus vers ces gens qui n'habitent pas dans les villes, mais qui ont aussi beaucoup de choses à dire, en particulier dans leur rapport à la nature. C'est sûr. Eh ben, merci Serge et Anne-Catherine d'être venus. On regrette que Jamel n'ait pas pu venir. On espère, comme on n'a pas de nouvelles, on espère qu'il va bien. On vous tiendra au courant si on a des nouvelles dans la soirée. Et merci à Non-Violence 21 de ce moment d'échange. Avec grand plaisir.